Le grand témoin, Louis Dauphren. Bonjour, bon réveil et bon début de semaine. Le grand témoin, chaque matin, un regard sur l'actualité, tour d'horizon des événements qui suscitent des commentaires, des réflexions et bien sûr des interprétations. En faisant travailler le sens du discernement, c'est le but de notre entretien chaque matin. Ce matin, c'est François Asselineau qui est avec nous en direct. Il est président fondateur de l'Union populaire républicaine. Un CV droit comme un fil à plomb, HEC, inspecteur des finances, qui parle couramment japonais, mais qui s'est lancé aussi dans la politique, ce qui est courageux parce que, somme toute, le marché est extrêmement verrouillé. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Comment peut-on vous situer? Vous êtes venu à plusieurs reprises sur notre antenne, on a parlé essentiellement de questions européennes et bien sûr, on va y retourner ce matin parce que l'actualité est extrêmement riche en la matière. Comment vous situez aujourd'hui sur cet espace politique qui est monopolisé par deux grands partis, le Parti socialiste et l'UMP. Où situez-vous? Oui, l'espace médiatico-politique est focalisé sur l'UMP et le Parti socialiste. Mais si vous regardez le résultat aux élections de l'UMP et du Parti socialiste, il représente de moins en moins de Français. C'est-à-dire que nous sommes sur une pyramide renversée. Rappelez-vous les taux d'abstention qui ont eu lieu aux dernières élections, notamment à l'élection présidentielle. Où vous n'avez pas obtenu vos 500 signatures. Je n'ai pas obtenu les 500 parrainages parce que tout simplement je n'étais pas médiatisé. Donc nous avons effectivement un verrouillage médiatique en faveur de l'UMP et du Parti socialiste, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité de la situation. Alors pour répondre à votre question, vous me demandez où est-ce qu'on se situe. Vous savez, vous êtes l'une des rarissimes radios françaises à avoir eu le flair, si j'ose dire, de m'inviter depuis plusieurs années. J'ai créé ce mouvement politique pour remplir un espace qui n'était pas proposé aux Français. C'est un mouvement qui se situe ni à droite ni à gauche. C'est difficile à tenir aujourd'hui. Mais écoutez, ça n'est pas si difficile à tenir que ça, parce que les Français se rendent bien compte qu'entre Sarkozy et Hollande, c'est à peu près pareil, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Pourquoi? Ils n'ont pas le pouvoir? C'est ça le fin du fin? Bien sûr. Écoutez, il est en train de se produire exactement ce que je ne cesse d'expliquer depuis la création de ce mouvement que j'ai créé, je vous le rappelle, le 25 mars 2007, donc il y a bientôt 5 ans et demi, et je l'ai créé pour rendre aux Français la démocratie, puisque l'analyse que je fais, et qui non seulement n'est pas démentie par les faits, mais au contraire est constamment confirmée, c'est que les Français n'ont plus le pouvoir et qu'ils votent désormais pour des marionnettes. Alors ce que nous proposons, je me permets de le rappeler, c'est que nous proposons aux Français de mettre provisoirement, aux Gaulois, de mettre provisoirement de côté leurs différences, leurs divergences d'opinion, de religion, etc., et de se focaliser sur quelques objectifs absolument fondamentaux qui sont la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, pour rendre aux Français leur démocratie et faire de la France un acteur en faveur de la paix mondiale. Alors je me permets d'insister sur le fait que lorsque j'ai créé ce mouvement, il y a un peu plus de 5 ans, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était très excessif, que j'étais extrémiste, etc. Or, les événements ne cessent de confirmer la justesse de ces Quel analyses. est le dernier événement en date, ou quels sont les derniers événements en date, écoutez, François le Asselineau? dernier événement en date, tout le monde a pu le voir hier sur TF1 avec M. Hollande. C'est une immense... C'est-à-dire que beaucoup de Français ont l'air d'être déçus. Nous ne sommes pas déçus. Pour tous les gens qui veulent bien me suivre ce que je dis. Et ils sont de plus en plus nombreux. Je profite pour signaler que nous avons dépassé les 1700 adhérents. Ça reste évidemment relativement petit, mais pour un mouvement qui n'a jamais eu accès ni à un journal national, ni à une télévision nationale, ni à une très grande radio nationale. Quand même, vous êtes passé sur BFM, par exemple. BFM TV n'est pas une très grande télévision nationale, c'est pas TF1, si vous voulez. Bon, nous avons un comment dirais-je, je ne cesse d'expliquer que M. Hollande ne pourrait rien faire d'autre que ce que faisait M. Sarkozy, évidemment. Alors pourquoi? À part quelques petites différences par-ci par-là, on va faire mousser l'affaire de la taxation de 75% des gens qui gagnent plus d'1 million d'euros. Mais vous vous rendez compte ce que c'est gagner plus d'1 million d'euros? Ça veut dire gagner plus de 80 000 euros par mois.
Donc ça touche quelques centaines de Français. Donc on va focaliser l'attention là-dessus, mais c'est un détail, c'est absolument un détail. En revanche, toutes les grandes décisions, tous les grands choix stratégiques, que ce soit en matière économique, financière, monétaire, sociale, diplomatique, militaire, etc., tout ça, c'est exactement la même chose que ce que faisait M. Sarkozy. Les emplois d'avenir, vous qui avez quand même une culture étatiste, puisque vous êtes sorti des écoles qui produisent quand même un modèle attaché à la souveraineté française et à la culture de l'État. Les emplois d'avenir, par exemple, ça vous semble être une politique publique pertinente? C'est surtout une politique du passé, les emplois d'avenir. Vous voulez que je vous dise, à chaque fois, je l'avais dit aussi, j'avais dit à chaque fois, vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'ils vont ressortir toujours les mêmes histoires des emplois aidés, et simplement ils vont changer le packaging, comme on dit à HEC. Je n'ai pas fait seulement l'ENA, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai fait HEC, c'est pas spécialement une école étatiste. Donc voilà, tout ça, c'est du marketing politique. Mais quand on s'intéresse à l'économie, on sait très bien faire la différence entre les mesures d'accompagnement microéconomique et puis les grandes mesures macroéconomiques. Qui va faire croire que M. Hollande va pouvoir, comme il l'a annoncé hier, changer la courbe du chômage avec des petits emplois bidons comme ont fait tous les gouvernements précédents? La réalité de la situation, c'est que les gouvernements français, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, du milieu, du dessus et du dessous, n'ont plus les manettes. Alors, où sont les manettes? Eh bien, les manettes, elles sont à la Commission européenne d'une part, à la Banque centrale européenne d'autre part, et donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. J'insiste là-dessus. La dictature, on a signé quand même. Mais on a signé. Vous croyez que les Français ont signé le traité de Lisbonne ? Les Français, ils ont voté non à 55% à la Constitution européenne le 29 mai 2005. Le résultat, c'est qu'on leur a imposé le même texte en changeant 2 points virgule 2 ans après par le truchement de leurs parlementaires qui n'avaient pas été élus par les Français pour cela d'ailleurs. Donc depuis, certes, le référendum, le traité de Lisbonne a été ratifié dans des termes qui sont légaux. On n'a pas eu, ils ne sont pas illégaux, mais en termes de légitimité politique, je suis désolé, il y a eu une voie de fait, comme on dirait en droit, il y a eu une espèce de crime contre la démocratie et dont on ne sort pas. Parce que vous savez, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Les Français ne veulent pas de ce qui se passe, et quel que soit et on voit bien que quiconque se promène en France, comme je le fais beaucoup, je circule beaucoup en France, eh bien, voit que la situation est de plus en plus mauvaise. Alors pourquoi l'Union européenne, que vous stigmatisez, puisque ça a toujours été le principal objet de votre vindicte, François Asselineau, pourquoi est-elle responsable de tous nos maux? Je n'ai pas dit qu'elle est responsable de tous nos maux. Je dis simplement qu'elle Ce qui exonère nos hommes politiques au passage. Je dis qu'il s'agit d'une construction politique qui est une chimère, qui ne marche pas, qui ne marchera pas, qui se terminera par un feu d'artifice généralisé, que ce soit dans 6 mois, dans 6 ans, voilà, mais qui ne marche pas. D'ailleurs, ça ne marche pas seulement qu'en France. Moi, je suis fasciné de voir comment les commentateurs, après le passage assez minable de M. Hollande hier à la télévision, vous avez les réflexes pavloviens habituels. Alors la gauche dit ça y est, il a fixé le cap, il a fait ci, il a fait ça. Et en fait, il y a à peu près rien dans ce qu'il a dit. Et puis la droite, vous avez vu M. Estrosi qui dit oui, c'est scandaleux par rapport à M. Sarkozy qui avait fait des réformes. Moi, je les mets exactement dans le même sac. Mais ce que je trouve extraordinaire chez tous ces européistes, c'est que tout le monde se focalise sur la situation en France sans expliquer ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Mais c'est la bérésina dans tous les pays de l'Union européenne. Et je me permets d'insister sur quelque chose aussi, c'est que personne ne parle jamais de ce qui se passe en Norvège, en Suisse, en Islande, en Suède, au Danemark, c'est-à-dire dans ces pays qui soit ont refusé l'Union européenne, comme la Norvège, la Suisse ou l'Islande, soit ont refusé l'euro, comme la Suède ou le Danemark. Eh bien, j'aimerais que l'on puisse en parler. Je ne dis pas que la situation y est exceptionnelle, puisque ne serait-ce qu'ils sont dans un environnement régional qui est celui de l'Union européenne qui les plombe, mais dans tous ces pays, la situation est bien meilleure qu'en France. La Suisse, paradis fiscal, la Norvège, producteur de pétrole, sont assises sur des situations particulières. Qui leur octroient une forme mais des situations particulières. Mais enfin, écoutez, présentez-moi un pays de l'Union européenne qui se porte bien. On voit que l'Allemagne, par exemple, elle entre en récession. On ne parle pas en France du Portugal.
Alors le Portugal, justement. Le Portugal, c'est un pays de 10 millions d'habitants. L'année dernière, il y a eu 150 000 Portugais qui ont fui le pays, qui ont émigré. D'ailleurs, et maintenant c'est une politique officielle du gouvernement de Lisbonne, qui demande à ses ressortissants d'émigrer pour essayer de trouver de l'employeur. 150 000 personnes qui fuient le Portugal, pour une population de 10 millions d'habitants, rapporté à la France, ça ferait 900 000 personnes. Ça veut dire qu'on aurait vidé en France la région Limousin en 1 an. Ça veut dire qu'on viderait la région Haute-Normandie ou la région Alsace en 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et où vont les Portugais ? Les Portugais, ils vont au Brésil, en Angola, c'est-à-dire dans des pays lusophones, ça veut dire qu'ils parlent le portugais, ils ne vont pas en Estonie ou en Autriche. Et cette situation au Portugal, en Grèce, le nombre de suicides a été multiplié par 2 en 2 ans. C'est une catastrophe ce qui se passe en Grèce, en Espagne, en Italie. Tout le monde sait que la crise couve et qu'on est en train de détruire tous les acquis sociaux. En Allemagne, 80% de la population allemande est vent debout contre l'euro. Donc en fait, ça n'est pas du tout une crise spécialement franco-française, comme on voudrait nous le faire croire. Ça, je pense que quand même, la plupart de nos concitoyens ont intégré le fait que la crise concernait l'ensemble des partenaires. Oui, François Asselineau. oui. Il y a une décision d'ailleurs en Allemagne qui est importante dans les jours qui viennent. Oui, il y a évidemment une décision très importante dans les jours. C'est après-demain, c'est le 12. Il y a il va falloir suivre l'actualité après-demain. Il y a 2 événements très importants qui vont se passer en Europe. Le premier événement, c'est la décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe qui va décider si oui ou non le mécanisme européen de solidarité, le MES, est ou non conforme à la Constitution allemande. Il avait reporté sa décision. Si, d'aventure, le tribunal disait que c'est pas conforme à la Constitution, l'euro est au tapis. Enfin, je veux dire, ça fera un séisme planétaire. Je ne pense pas que les juges de Karlsruhe iront jusque-là. Mais je ne pense pas non plus qu'ils vont dire tout ça est formidable. Parce que, objectivement, si on entre dans le détail, il s'agit d'une procédure totalement... c'est une forfaiture en termes de démocratie. Vous savez qu'on remet à une oligarchie non élue le pouvoir de prendre des décisions en matière financière qui se chiffrent en milliards et milliards d'euros à l'insu des parlements nationaux. Donc c'est la fin de la démocratie. Et donc je pense que le tribunal de Karlsruhe, à mon avis, je ne suis pas devin, mais ça serait assez raisonnable qu'il prenne une décision qui entrave le fonctionnement du MES en exigeant, comme il l'a déjà fait d'ailleurs pour le traité de Lisbonne, en exigeant que le Bundestag et le Bundesrat, c'est-à-dire les chambres allemandes, soient de près mêlés aux prises de décision, ce qui ralentira encore le processus, à la grande joie d'ailleurs, cachée, maligne, dit Schadenfreude, comme on dit en allemand, du gouvernement allemand, puisque le gouvernement allemand, Mme Merkel au premier chef, savent très bien... Ça lui donnerait un alibi. Bien sûr, savent très bien que ça n'a pas... Alors, il y a un deuxième événement en Europe après-demain, ce sont les élections législatives aux Pays-Bas, puisque le gouvernement actuellement libéral de M. Rutte risque d'être balayé. Il y a à la fois un mouvement populiste à l'extrême droite qui est très anti-euro, mais vous avez aussi la gauche néerlandaise qui en a ras-le-bol de tous ces transferts financiers que l'on demande aux Néerlandais de payer pour les autres et qui veut en finir aussi avec la limitation des 3% de PIB de déficit budgétaire. Alors le principe, François Asselineau, si on vous suit, si on sort de l'Union européenne, le principe c'est simplement que les pays riches ne paient pas pour les pays moins riches, si on vous suit bien. C'est-à-dire d'abord, ça ne dépend pas que des Français. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait en France un véritable débat public sur ce que cela nous coûte de rester dans l'euro. Actuellement, à l'insu des Français, le gouvernement, pas seulement ce pauvre monsieur Hollande, mais c'était pareil du gouvernement précédent, ils appliquent les directives imposées par une petite oligarchie financière internationale et les décisions qui sont prises nous font prendre collectivement des risques qui se chiffrent en dizaines et dizaines de milliards d'euros. De ces risques et de ces décisions qui sont prises. Eh bien, par exemple, ce sont des prises de garantie que l'on peut faire sur les obligations, par exemple, d'autres pays. Vous avez vu les déclarations de M. Draghi de la Banque Centrale Européenne il y a quelques jours. Tout le monde a dit ça y est, l'euro est sauvé. Maintenant, les gens n'y croient plus parce que ça va faire la 25e fois qu'on dit que l'euro est sauvé. Au passage, les décisions de M. Draghi
ont été une reprise de ce qu'avait déjà décidé M. Trichet en 2010 pour la Grèce, en 2011 pour l'Italie et pour l'Espagne. C'est à peu près pareil. On a beaucoup glosé dans la presse sur deux éléments qui étaient la conditionnalité et le caractère illimité. Expliquez ces deux éléments rapidement. Le caractère illimité, ça veut dire que M. Draghi a dit ça y est, on pourra intervenir de façon illimitée. Mais ça, en fait, c'est une fausse fenêtre puisque c'était déjà le cas avec le système précédent qui était le système dit SMT. Et la conditionnalité, c'est en fait une victoire de l'Allemagne qui a dit nous on est bien d'accord pour éventuellement intervenir pour reprendre des obligations espagnoles ou italiennes, mais à la condition que les gouvernements se plient à une politique budgétaire économique extrêmement ferme qui est celle que nous nous imposons. Vous savez, c'est assez normal. Imaginez vous viviez dans un immeuble. Vous vivez dans un immeuble et puis on vous dit, la voisine du dessus, elle a des dettes, elle n'a pas payé sa télé à écran plasma, elle en a pour 1 000 euros, il faut que les copropriétaires se cotisent pour lui payer son truc. Vous, mettons, ça va vous faire votre quote-part, il va falloir que vous payiez, je sais pas, 700, non pas 700, mais mettons 70 ou 80 euros. Vous n'êtes pas forcément très emballé, mais enfin, vous dites, allez, je vais faire un geste. Et puis après ça, c'est le voisin du troisième qui, lui, c'est plus une dette de 1 000 euros qu'il a, c'est une dette de 20 000 euros. Il s'est acheté une voiture, il n'a pas les moyens de le payer. Et cette fois-ci, on vous demande à vous 1 500 à 2 000 euros. Là, vous commencez à tousser. Et puis après ça, c'est le voisin du cinquième. Alors lui, il s'est acheté un appartement sur la Côte d'Azur et lui, il a une ardoise de 300 ou 400 000 euros. Il a acheté un grand studio. Et là, on vous taxe de 70 à 80 000 euros. Alors là, vous dites non. C'est exactement ce qui est en train de se passer en Europe. C'est-à-dire que cela plaise aux Français ou pas, ça ne concerne pas spécialement la France, mais ça nous concerne quand même. Mais que cela plaise ou pas, nous sommes embarqués dans une affaire où l'on va demander à des peuples allemands, néerlandais, finlandais, luxembourgeois et français de payer des dettes qui ne sont pas les nôtres. Et pourtant, ils restent dans l'Union européenne, l'Allemagne y compris. Oui. Alors pourquoi ces pays restent-ils, en particulier l'Allemagne? On avait évoqué d'ailleurs la dernière fois, François Asselineau, le fait que les Allemands réfléchissaient à l'idée de réimprimer des marques. Oui. Et songeaient sérieusement à l'idée de sortir de l'Union européenne. Et pourtant, on sait que leurs principaux débouchés économiques se trouvent aussi en Europe. Alors ils sont un petit peu dans la situation du serpent qui se mordait, que serpent monétaire peut-être, oui, je ne sais pas. Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, si vous me le permettez, je voudrais faire une petite remarque. Il y a une vraie question que je me pose. Je me mets à la place de vos auditeurs, de la même façon que je me mets toujours à la place des gens qui viennent m'écouter dans des conférences. Et je me dis, mais si j'étais eux, si j'étais un auditeur, qu'est-ce qui me prouverait que ce que je dis est vrai ? Parce que je me mets à la place du citoyen français normal, si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas fait des études économiques particulières, qui n'a pas des connaissances spéciales. Alors, il m'écoute. Il trouve que ce que je dis est intéressant et bien est argumenté. Et puis après ça, il écoute Monsieur Moscovici ou Monsieur Draghi ou tous les gens qu'on voit défiler sur TF1. Et puis il trouve que ce qu'ils disent a l'air d'être également argumenté. Donc, quelle est la preuve irréfutable ? Alors voilà, quelle est la preuve ? Il suffit de réfléchir dans la vie quotidienne. Quelle est la preuve que quelqu'un dit la vérité, Louis Dauphren ? La question de la vérité, je vous ferai la réponse de Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? Voilà. Alors Mais en gros, il y a le meilleur moyen, c'est d'enregistrer ce que les gens vous disent et de vérifier 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, confronter ce qu'ils avaient dit à ce qu'ils ont fait. Alors prenez un exemple. Eh bien, prenons un exemple. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que la dernière fois que j'étais venu ici, j'avais déjà parlé de l'Allemagne. Au mois de novembre de l'année dernière, je suis passé sur France 24 dans une émission avec la journaliste Isabelle, Stéphanie Antoine, avec Monsieur Jean Pisani-Ferry, qui est un économiste du groupe Bruegel, d'ailleurs, comité Bruegel, qui est un think tank largement financé par Goldman Sachs, et puis par Philippe Lenschener, qui est l'ancien vice-président de Publicis. Cette vidéo, elle est en ligne sur YouTube. Ça date du 24 novembre 2011. Vous la trouvez sur notre site UPR, U-P-R. Et sinon, vous la trouverez sur Google. Qu'est-ce que je dis dans cette vidéo ? J'explique que l'Allemagne a intérêt à sortir de l'euro la première.
Et si vous voyez cette vidéo, vous verrez que tout le monde m'est tombé dessus. La journaliste, Monsieur Pisani-Ferry et le vice-président de Publicis. Ils me sont tous tombés dessus en m'expliquant que je n'y connaissais rien. Et Monsieur Jean Pisani-Ferry a sorti un argument pseudo-économique, c'est celui que vous sortiez d'ailleurs, en disant mais l'Allemagne a des excédents commerciaux et c'est ça. Dépend de ses clients. Oui, mais d'accord, bien sûr que l'Allemagne, elle vend beaucoup aux pays d'Europe. Mais quelle est la contrepartie quand elle vend des Mercedes à la Grèce ou à l'Espagne? La contrepartie, c'est qu'elle voit le bilan de la Bundesbank, c'est pour des raisons techniques, elle voit le bilan de la Bundesbank gonflé de créances pourries sur les banques centrales espagnoles ou grecques. Donc ce qu'elle gagne d'un côté en matière industrielle, elle est en ce moment, les Allemands, les uns après les autres, tirent la sonnette d'alarme parce que la Banque centrale allemande, vous savez, c'est la clé de voûte de la société allemande, la Banque centrale allemande est en train d'avoir un bilan qui se dégrade à toute allure avec des risques d'hyperinflation. Alors donc, tout simplement parce que l'Espagne ou la Grèce placent leur argent. Oui, parce que c'est ça la question, il faut l'expliquer quand même. Oui, alors pourquoi? Attendez, on part dans tous les sens. Je termine mon propos. Qu'est-ce que je disais? Allez voir ce que je disais en novembre 2011. Regardez l'actualité d'aujourd'hui. L'actualité d'aujourd'hui, c'est qu'en Allemagne, il suffit d'aller sur Internet, vous le verrez, tous les dirigeants allemands, les partis politiques, les dirigeants, le monde des affaires, les entrepreneurs, etc., sont en train tous de tempêter en disant il faut que l'Allemagne sorte de l'euro. Autrement dit, les événements me donnent raison. Et sur cette antenne, Louis Dauphren, vous m'aviez invité, sauf erreur de ma part, en 2008, dans un débat avec Nicolas Baverez, un essayiste, n'est-ce pas, qui appartient au groupe de Bilderberg et autres. Eh bien, c'était il y a 4 ans. Là aussi, j'envoie vos auditeurs écouter ce débat qu'il y avait eu, et maintenant, 4 ans après, qu'ils voient qui avait raison et qui avait tort. Parce que c'est ça, le temps révèle qui a raison et qui a tort. Voilà. C'est la raison pour laquelle vos auditeurs ne sont pas obligés de me croire, bien entendu, sur facture. Je leur conseille, s'ils ont des doutes, de se reporter au passé, de voir ce que j'avais annoncé. Alors, s'agissant de l'euro, vous m'interrogez sur l'euro. C'est un sujet techniquement complexe. Il faut quand même préciser ce que personne ne dit, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune, et que chaque euro est une créance sur une des banques centrales nationales. On va laisser votre propos justement à ce stade-là. On reste en suspens, François Asselineau, et vous allez répondre à la question juste après 8 heures. On se retrouve encore pour une vingtaine de minutes. François Asselineau, président et fondateur de l'Union populaire républicaine, avec nous pour parler des questions européennes, mais commenter l'actualité juste après l'éditorial de Gérard Leclerc. Le grand témoin, Louis Dauphren. François Asselineau, en ce lundi 10 septembre, président et fondateur de l'Union populaire et républicaine. À l'instant, l'éditorial de Gérard Leclerc. 2 titres prélevés dans la presse. François Hollande précise son cap. Le président de la République, donc dimanche soir sur TF1, qui a défendu son action. Il demande 2 ans pour redresser la France. La une de Libé, avec cette interjection. Casse-toi, riche-con. C'est Bernard Arnault qui se trouve en pleine page. Même s'il se défend de s'exiler pour des raisons fiscales, la demande de nationalité belge de Bernard Arnault apparaît comme le symbole de l'égoïsme des plus fortunés. Une réaction sur ce point, François Asselineau, Bernard Arnault qui demande la nationalité belge? Franchement, c'est un peu un détail. Épiphénomène? Pas tout à fait, mais écoutez, quand vous avez quand même, rappelez-vous, quelqu'un comme par exemple Johnny Hallyday, qui s'est vu octroyer la Légion d'honneur alors qu'il organise son évasion fiscale, où on a des évadés fiscaux. Tout ceci témoigne, là, pour le coup, j'irai dans le sens de l'éditorial qu'on vient d'entendre, un problème de morale publique. Voilà, mais comment voulez-vous? Vous savez que vous connaissez le proverbe chinois qui dit « le poisson pourri par la tête ». Comment voulez-vous que les Français, à commencer par les plus riches, fassent preuve de civisme et de patriotisme, puisque le discours public depuis des décennies maintenant consiste à dire que la France ne vaut plus un clou et que nous devons fusionner avec l'Europe. Donc comment est-ce que, puisque nous sommes, paraît-il, tous des citoyens européens, je ne vois pas pourquoi les gens comme Libération s'offusquent que M. Arnault aille en Belgique. D'ailleurs, Libération, vous savez, c'est possédé par la famille Rothschild, donc tout ceci est cousu de fil blanc. Faut quand même pas exagérer. Partir en guerre contre... C'est du poujadisme de gauche. Je trouve ça minable. En revanche, je voudrais revenir dans l'éditorial à l'instant, c'était sur François Hollande. Ce que je reproche, si vous me le permettez, à cet éditorial,
grave, c'est quand même de ne pas avoir rappelé un problème de fond, c'est celui dont on parlait tout à l'heure. M. Hollande, comme M. Sarkozy, n'a plus les manettes essentielles. Moi, je dirais de M. Hollande, vous savez, c'était ce bon mot assez extraordinaire fait par De Gaulle dans les Mémoires de guerre, au sujet d'Albert Lebrun. Voilà, François Hollande, il me fait penser à Albert Lebrun. De Gaulle avait dit d'Albert Lebrun, qui était le dernier président de la Troisième République en 1940, au moment de la débâcle, De Gaulle a dit d'Albert Lebrun, au fond, pour qu'il fût chef d'État, il ne lui a manqué que deux choses, qu'il fût un chef et qu'il eût un État. Eh ben c'est ça. Le problème de François Hollande, c'est qu'il serait un formidable chef d'État, mais il lui manque deux choses. D'abord, c'est pas un chef. Deuxièmement, il n'y a plus d'État. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? C'est tout simplement pour lutter en faveur du chômage. Eh bien, il faudrait... Contre le chômage contre le chômage, oui, en faveur de l'emploi. Pour lutter en faveur... Vous voyez, le lapsus, ça montre à quel point nous sommes en fait dans une société où en fait personne ne s'oppose réellement à la montée du chômage. Il faudrait tout simplement lutter contre les délocalisations de façon sûre, c'est-à-dire remettre en cause, je ne cesse de le dire depuis des mois et des mois, l'article 32 et l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdisent toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Voilà. La France, elle perd actuellement 800 emplois industriels par jour depuis des années. Nous perdons en moyenne une usine ferme en France tous les jours. Une usine tous les jours depuis. On a perdu 900 usines au cours des 3 dernières années. Et pendant ce temps-là, vous avez M. Hollande qui nous explique, maintenant ça fait plusieurs mois qu'il a été élu à l'Élysée, il nous explique que d'un seul coup, il va fixer un cap, comme dit le journal La Croix, pour les 2 ans qui viennent. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? En fait, il est tout simplement obligé de constater, comme ses prédécesseurs, ils sont un peu effarés. Hein. Mais alors, est-ce que viendra le moment... Il est obligé de constater qu'il n'a plus les moyens de renverser la situation. On parlait de l'Allemagne tout à l'heure. Oui. On va revenir à cette question parce que vous disiez que l'ensemble de la société allemande, vous disiez que la Bundesbank était la colonne vertébrale de cette société allemande. L'ensemble de la société allemande était favorable, si on vous suit bien, à l'idée de réfléchir à la présence de l'Allemagne dans l'euro. Si la situation devient extrême, il y a un moment où il faudra statuer sur une décision. Est-ce que l'Allemagne va pouvoir le faire ou le fera dans les années ou les mois qui viennent? D'abord, vous savez, moi je suis quelqu'un, je ne fais pas des slogans. Là, évidemment, nous sommes obligés d'aller vite dans un entretien. Mais les gens qui me connaissent ou ceux qui se reportent sur notre site internet u-p-r.fr, Union populaire républicaine, pourront constater que tout ce que je dis, tout ce que nous disons, je ne suis pas seul, et tout ce que nous disons est toujours sourcé, documenté, référencé. Quand je dis que l'Allemagne est vent debout contre ce qui se passe, je me permets de vous rappeler qu'en février 2011, le président de la Bundesbank de l'époque, M. Axel Weber, a démissionné face à la situation de la BCE, face aux décisions prises par la BCE. Bon. Ensuite, en septembre 2011, c'est M. Jürgen Stark, qui était le chef économiste de la BCE, un Allemand, qui était un représentant de l'Allemagne au conseil d'administration de la BCE, comme M. Weber, qui à son tour a démissionné. Bon. Au mois d'août, là, il y a quelques semaines, au mois d'août 2012, c'est le remplaçant de M. Weber à la Bundesbank, M. Weidmann actuellement. Il y a eu des rumeurs de démission. Si vous croyez que tous ces Allemands qui sont à la tête, au sommet de la hiérarchie financière allemande démissionnent ou ont envie de démissionner les uns après les autres, c'est quand même qu'il y a un petit problème. Bon, il faut donc le savoir. Alors vous m'avez demandé tout à l'heure, mais pourquoi les Allemands n'en sortent pas? Eh bien, je voudrais vous rappeler, et ça je voudrais au passage tordre le cou à un autre canular que l'on raconte sur les antennes. C'est un canular qui a été lancé notamment par Madame Parizeau. Il y a des gens qui veulent faire croire que ce sont les États-Unis qui voudraient la peau de l'euro parce que l'euro menacerait le dollar. Mais il suffit de revenir tout simplement aux événements. Le 16 septembre 2011, M. Timothy Geithner, secrétaire d'État au Trésor américain, s'est invité à Wrocław en Pologne, l'ancienne Breslau, au sommet de l'Eurogroupe pour exiger que les Européens sauvent l'euro et que la Grèce y reste. Allez sur Internet, tout ça, vous tapez 16 septembre 2011, il y a encore un article du Figaro. Le 3 novembre 2011, au G20 de Cannes, M. Obama a tapé du poing sur la table, il a exigé que les Européens sauvent l'euro. Le 19 mai 2012, au sommet du G8 à Candiville, pareil. Le 31 mai 2012, M. Leitbrenner, sous-secrétaire au Trésor américain, a été envoyé par le gouvernement américain faire la tournée des capitales des pays de la zone euro pour sauver l'euro. Le 6 juin 2012, M. Obama et M. Cameron
Cameron, le Premier ministre britannique, qui d'ailleurs n'est pas dans l'euro, ont exigé un plan immédiat des pays de la zone euro pour sauver l'euro, etc. Le 8 juin, M. Obama a fait une conférence de presse pour taper du poing sur la table en exigeant que les Européens sauvent l'euro. Alors pourquoi tout ça ? Eh bien, malheureusement, le temps me manque, mais parce que c'est l'illustration de ce que je ne cesse d'expliquer depuis la constitution de l'UPR, c'est que la construction européenne, alors je sais que ça va faire dresser les oreilles de beaucoup de vos auditeurs, la construction européenne n'est pas une invention française, contrairement à ce que l'on dit, c'est une invention américaine qui a été inventée à la fin des années 40, qui a été ensuite promue par les États-Unis, de même qu'ils promouvaient l'OTAN à partir de 1949, à partir de 1950. À l'époque de la guerre froide. À l'époque de la guerre froide, ils ont poussé la construction européenne parce qu'ils savent que c'est une tour de Babel ingérable et que, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ne cessent de vouloir faire entrer des pays dans l'euro, dans l'Union européenne. Ce sont les Américains qui exigent l'entrée de la Turquie, par exemple, parce que leur objectif est de faire coïncider le périmètre de l'OTAN et le périmètre de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que la Russie n'entre pas dans l'Union européenne alors que la Turquie va y entrer ? Il y a des millions de Français qui ne comprennent pas. Moi, je leur donne la véritable explication. C'est parce que c'est une manœuvre géopolitique américaine. Et les Américains sont tétanisés à l'idée que l'euro explose, parce que si l'euro explose... Que se passe-t-il alors pour eux ? Il se passera que très probablement c'est l'ensemble de l'Union européenne qui va se désagréger, et donc c'est leur mainmise sur le continent européen qu'ils ont acquis après les conférences de Téhéran, de Yalta et Potsdam en 1945, qu'ils ont étendu après l'effondrement du camp socialiste en 1991, ils ont étendu ça dans les années 2000 à l'ensemble du continent européen. C'est de ça qu'il s'agit, et ils veulent maintenir leur glacis géopolitique. Alors ça, c'est de la géopolitique, mais c'est ça qui explique pourquoi Mme Merkel et pourquoi le gouvernement allemand, si vous voulez, ils donnent l'impression d'avoir un revolver sur la tempe. Ils savent que... Ils ont le revolver de Washington sur la tempe. Oui, ils ont le revolver. Et ce que je vous dis là, je connais, nous avons à l'UPR un certain nombre de personnes qui sont qui ont adhéré, qui sont bien placées, y compris les Français qui vivent en Allemagne, et qui me le confirment. C'est-à-dire que le gouvernement allemand sait qu'on va au désastre avec cette affaire, mais vous avez Washington, d'ailleurs qui a convoqué M. Schäuble encore, vous avez Washington qui exige que l'Allemagne reste dans l'euro. Alors, maintenant, si on sort de l'euro, parce que l'euro, de toute façon, n'est pas viable. Bon, l'euro n'est pas viable parce que, excusez-moi là aussi d'entrer dans les détails, mais il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles l'euro n'est pas viable. La première raison, c'est qu'il n'y a plus les mécanismes de change entre les monnaies préexistantes. Alors, les européistes, les partisans de l'euro, il y a 20 ans, nous ont expliqué que ça serait formidable, il y aurait plus de comment dirais-je, d'aléas de change. D'aléas de change, il y aurait plus de spéculation. Très bien, c'est vrai. Mais ça c'était un avantage, mais ils ont oublié l'énorme inconvénient que ça allait représenter. C'est que s'il y avait des variations de change entre ces monnaies sur longue période, ça n'était pas uniquement dû à la spéculation, ça obéissait à une logique économique très profonde, une logique de long terme, c'était pour corriger les différences d'évolution des compétitivités des économies. Maintenant, la situation grecque ne se serait pas produite si on avait conservé les aléas de change ? Mais bien sûr, c'est pas des aléas, c'est que progressivement la drachme grecque se serait dépréciée par rapport au Deutsche Mark, et donc ça n'aurait pas été, les Grecs n'auraient pas pu vivre aux frais de la princesse comme ils ont pu le vivre. Écoutez, regardez ce qui est en train de devenir la Grèce. Ce pays se portait, ma foi, très bien dans les années 70, 80, 90. Il ne demandait rien à personne, si j'ose dire. C'était un pays où il faisait bon vivre. Vous avez vu le drame qui est en train de se produire. Donc ce sont des drames humains effrayants qui sont en train de se produire. Et ça, c'est le fruit direct du fait qu'on ne peut plus corriger les variations de compétitivité par ces modifications de change. Alors, ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la théorie économique, notamment les théories de Robert Mundell, qui est un prix Nobel d'économie sur les zones monétaires optimales, c'est un peu complexe, mais enfin je vais essayer de l'expliquer clairement, explique que pour corriger ces variations, quand il n'y a plus de variations de change, dans une seule et même zone monétaire, et qui se produit ce qui se produit, des chocs asymétriques, il n'y a que trois solutions pour en sortir, soit des migrations des zones défavorisées vers les zones favorisées. Donc le Portugal, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais sauf qu'ils fuient. Il faudrait, pour sauver l'euro, qu'il y ait des millions et des millions de Grecs, d'Italiens ou d'Espagnols qui aillent s'installer en Allemagne pour y trouver du travail. Il faudrait déjà qu'il y ait du travail. Il faudrait que les Espagnols, les Italiens aient envie par millions d'aller s'installer en Allemagne. Donc peu probable comme scénario. Et il faudrait que les Allemands les acceptent. Bon, donc le scénario n'aura pas lieu. La deuxième possibilité, ce sont des transferts financiers massifs. On en a parlé, c'est justement le FESF, le MES. Mais les Allemands, les Finlandais, les Néerlandais ne veulent plus payer.
Donc c'est également plus, ça ne marche pas. Et la troisième possibilité, c'est une harmonisation générale des conditions salariales, sociales, alors voilà, budgétaires. ça c'est un point quand même qui est développé par les partisans de l'euro, si je puis dire. Oui, donc plus d'harmonisation, plus de gouvernement. Oui, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont ceux qui payent qui imposent leur vue. Bien entendu, ça veut donc dire que l'Allemagne et les Pays-Bas veulent imposer, c'est ce qu'on constate, les fameuses réformes indispensables avec l'aide de la Troïka à l'Espagne, à l'Italie et à la Grèce. Mais il faut avoir perdu la raison. Il faut vraiment avoir perdu la tête pour croire que l'on va transformer les Grecs, les Espagnols et les Italiens en Allemands. C'est tout le problème, il est là. D'ailleurs, vous savez. On bute sur une réalité humaine, en fait. On bute sur le fait. Écoutez, on bute sur quelque chose. Ça ne va pas vous étonner sur Radio Notre-Dame. On bute sur quelque chose qui a été mis à jour dans la Bible. C'est dans le premier livre des Maccabées. Il est question, je le présente dans une de mes conférences, dans le premier livre des Maccabées, on explique que justement une monnaie, on ne l'explique pas exactement en ces termes, c'est en fait un peuple et une nation. Une monnaie, pour utiliser une même monnaie, il faut qu'il y ait une solidarité nationale naturellement ressentie. Or, vous avez beau dire, vous avez beau dire, il n'y a pas de peuple européen, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et les Allemands ne ressentent pas de solidarité particulière vis-à-vis des Grecs et réciproquement, ça n'est pas vrai. On peut vivre dans un mensonge, mais ce n'est pas vrai. On aimerait que ce fût vrai. On aimerait que ce fût vrai, peut-être. D'ailleurs, quand je dis ça... C'est peut-être ce qui fait rêver. Mais non, ça ne fait pas rêver. Parce que l'euro, c'était, je crois, un économiste... je crois que c'est Yves Thibault de Silguet qui disait... Mais il faudrait le confirmer. Une autoroute sans sortie. Une autoroute sans sortie. Il y a une forme de rêve ou d'utopie, diront certains. Pour moi, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Vous savez, il y avait un essayiste qui s'appelle Emmanuel Berle, qui a écrit un petit opuscule qui s'appelle Structure et destin de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, dans lequel j'ai trouvé cette citation: l'oubli de l'histoire allège l'esprit, mais rend fou. Voilà. L'euro pourrait marcher à condition que ce soit le même peuple. Ce n'est pas le même peuple. Et quand je dis ça, je me permets d'insister sur le fait que ce n'est pas un raisonnement xénophobe que je tiens pas du tout. Les Français se sentent plus proches des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Haïtiens, des Vietnamiens, des Suisses ou des Québécois que des Estoniens et des Finlandais. C'est comme ça. De la même façon que les Portugais se sentent plus proches des Brésiliens ou des Angolais que des Autrichiens. De la même façon que les Allemands se sentent plus proches des Turcs et que les Britanniques se sentent plus proches des Américains ou des Indiens. Donc, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où chacun est en communication avec le monde entier, et la volonté de créer au forceps ce périmètre européen, en fait, je me permets d'insister, est complètement obsolète. Il s'agit en fait de bâtir une espèce d'apartheid blanc au niveau planétaire qui ne marche pas. Apartheid blanc, c'est la façon extrêmement reluisante dont vous taxez la situation européenne. Mais il faut y réfléchir. L'esprit, en tout cas, le projet européen. La construction européenne, c'est quoi ? Ça revient à dire que dans le monde, il y a des pays serviettes et des pays torchons. C'est ça que ça veut dire. Lorsque le Maroc a demandé à entrer dans l'Union européenne, on lui a dit allez vous faire cuire un œuf. Mais en revanche, on doit fusionner avec les Estoniens. Je suis désolé, là, c'est contraire à la réalité même. Vous le savez bien. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut que le Maroc entre dans l'Union européenne. Je dis que l'Union européenne est une chimère qui ne marchera pas. Et je dis que le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, et c'est tout ce qui nous sépare d'ailleurs de tous les mouvements nationalistes ou d'extrême droite. Nous disons que le monde du troisième millénaire, c'est un monde où tous les peuples doivent être en harmonie les uns avec les autres, où il faut lutter contre les prétendus chocs de civilisation, parce que la construction européenne nourrit ce choc de civilisation. Et donc nous disons il faut que ce soit une planète ouverte à tous les hommes de bonne volonté, et donc il n'y a pas de raison particulière de faire un distinguo entre le Sénégal, Haïti et puis l'Estonie. Je ne suis pas d'accord. François Asselineau, on a bien vu que l'Allemagne, vous l'avez bien décrit, se trouve dans une situation extrême avec le revolver sur la tempe. Nous aussi, on a le revolver sur la tempe, ou alors on attend que les Allemands fassent leur premier pas? Écoutez, de toute façon, le système n'est pas viable. D'ailleurs, il n'y a pas que je crois que c'est hier ou avant-hier, George Soros, le grand milliardaire américain, est un grand spéculateur, a lui-même dit qu'il faudrait que l'Allemagne sorte de l'euro. Et lui, alors, il commence à vaticiner. Il faudrait qu'il y ait un euro latin dominé par la France, en fait, etc. Donc, j'observais d'ailleurs que hier soir, on apprenait que les présidents des grands, les PDG des réassureurs allemands Ré et du français
score, avec notamment donc Monsieur Kessler, l'ancien du MEDEF, viennent de déclarer, c'était hier soir, à 22h, il y avait une dépêche là-dessus, qu'ils se préparent à l'éclatement de la zone euro. Ils ont pris toutes leurs dispositions. Donc, moi, je ne fantasme pas. Je dis, voilà ce qui va se passer. Je voudrais d'ailleurs... Et que se passerait-il à ce moment-là? Alors justement, il nous reste une minute. Il y a des gens qui disent « Ah, mais ça va être l'apocalypse ». Je les renvoie aux toutes dernières analyses faites notamment par Natixis, qui est un des grands groupes financiers français, qui a montré que, contrairement à ce que l'on nous raconte, si la France sort de l'euro, le nouveau franc ne perdra pas 80%, ni même 50%. Mais il sera attaqué par les marchés, c'est ce qu'on dit. Oui, mais c'est faux. Il perdra environ 2%. L'Espagne, par rapport au dollar, la peseta espagnole, la lire italienne perdront aux alentours de 15 à 20-25%, et le marque allemand gagnera environ 18%. Et pourquoi nous perdrions 2 et les Italiens 20? Alors je vous renvoie à cette dépêche. Avant de conclure, permettez-moi quand même, Louis, de vous signaler, en 15 secondes. De vous signaler que l'UPR fait une université à Annecy, au bord du lac d'Annecy, le 21, 22 et 23 septembre, notamment le 22 septembre après-midi. Nous aurons des journalistes, nous aurons Robert Ménard, nous aurons des hommes politiques qui vont venir. Donc toutes les informations sont sur notre site internet. Rappelez l'adresse. Donc www.u-p-r.fr. Merci François Asselineau et bonne journée.